2,1 millions de personnes sont atteintes du Covid-19, 140 000 en sont décédées, mais plus de 529 000 sont guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde, avec 641 000 cas et 31 000 décès. L'Europe reste fortement impactée, avec 1 million de cas et plus de 97 000 morts. L'Espagne enregistre 183 000 cas et plus de 19 000 décès. En Italie, l'épidémie est à l'origine de 165 000 cas et près de 22 000 décès. Ce soir, en France, nous décomptons un total de 108 847 cas confirmés, selon Santé publique France, soit 2 641 cas de plus qu'hier. Depuis le début de l'épidémie, ce sont 110 000 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 qui ont été enregistrés et plus de 75 850 personnes atteintes par la maladie qui ont dû être hospitalisées. C'est totalement inédit. Les remontées de 1250 établissements de santé font état de 31 305 personnes encore hospitalisées pour infection Covid-19. Le nombre de malades hospitalisés reste donc très important. En 24 heures, ce sont 1823 nouveaux malades qui sont entrés à l'hôpital, mais le solde présente pour la deuxième fois une baisse, car grâce aux sorties qui sont nombreuses, nous avons 474 personnes hospitalisées en moins par rapport à hier. C'est une décroissance, c'est un indicateur important, mais qui nécessite d'être confirmé encore dans les prochains jours. Nos efforts collectifs montrent leur efficacité. Ce n'est qu'en respectant scrupuleusement les gestes barrières, le confinement, la distanciation physique d'au moins 1 mètre et la distanciation sociale avec la réduction des contacts que nous y parviendrons tous ensemble. 6 248 patients nécessitent des soins lourds en réanimation. Un tiers de ces patients ont moins de 60 ans et nous comptons 98 patients de moins de 30 ans en réanimation. Au cours des dernières 24 heures, 270 nouveaux patients Covid-19 ont été admis en réanimation. C'est beaucoup. Heureusement, le solde reste négatif depuis une semaine. Aujourd'hui, il est de 209 patients en moins. Une légère baisse des besoins en réanimation se confirme, mais je vous le rappelle, 6 248 patients en réanimation, c'est beaucoup plus que la capacité maximale initiale de la réanimation en France. Il existe toujours des tensions dans certaines régions. 67% des patients hospitalisés en réanimation ont déjà des problèmes de santé préexistants et 53% d'entre eux ont plus de 65 ans. Dans les Outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique, Mayotte, on relève 123 hospitalisations, dont 45 en réanimation. Depuis le début de l'épidémie, près de 32 812 personnes hospitalisées sont rentrées à domicile, et c'est sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville, sans passage par l'hôpital. La circulation du virus se stabilise donc à un niveau élevé, 1800 nouveaux cas hospitalisés, 270 nouveaux cas en réanimation. Vous savez que nous observons avec beaucoup d'attention la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier les EHPAD. 5 451 établissements sociaux et médico-sociaux participent et déclarent des cas, et c'est très important d'avoir cette remontée d'informations au niveau national. Ainsi, au total, depuis le début de l'épidémie, nous avons 56 180 cas, dont 18 967 confirmés par test et 37 213 cas possibles de Covid-19 au sein de ces établissements. L'essentiel des cas sont survenus en semaine 12, 13 et 14, donc plutôt au mois de mars. En ce qui concerne la mortalité, nous avons une première source qui est la mortalité hospitalière. 11 060 décès sont à déplorer depuis le 1er mars. 82% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans et 20 décès ont été enregistrés outre-mer. Nous déplorons par ailleurs, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, 6 860 décès depuis le début de l'épidémie, soit le 1er mars. L'essentiel de ces décès est observé en EHPAD.
Depuis le 1er mars, en additionnant les décès à l'hôpital et en établissements sociaux et médico-sociaux, nous déplorons donc 17 920 décès en France en lien avec l'épidémie. L'INSEE propose, vous le savez, des données concernant l'ensemble des décès, ce qu'on appelle les décès toutes causes confondues. Il ne s'agit donc pas seulement des décès liés au Covid. Nous aurons ces données, mais après étude de tous les certificats de décès. Mais par contre, la part attribuable au Covid n'est pas encore connue, mais les comparaisons nous permettent d'analyser les décès de façon hebdomadaire et de les comparer d'année en année. C'est ainsi que nous pouvons parler d'une surmortalité, toutes causes confondues, par rapport à l'attendu et par rapport à l'observé année après année. L'évolution de la mortalité, toutes causes confondues, montre un excès qui est détecté depuis mi-mars. À l'échelon national, en particulier, l'excès de décès par rapport à la mortalité attendue lors d'un mois de mars poursuit sa hausse progressivement. Cet excès était de 16% en semaine 12, de 34,8% en semaine 13. Sur la semaine 14, la semaine où il y a eu énormément d'hospitalisations et où l'épidémie frappait très fortement, c'est une semaine du 30 mars au 5 avril, l'excès de décès atteint 58,2%. C'est un niveau d'excès exceptionnel qui n'avait jamais été atteint en France depuis l'été 2003. L'excès poursuit sa hausse sur la semaine 15 et atteint déjà plus 27%. Ce sont des données encore non consolidées puisque la semaine 15 est une semaine très proche du 6 au 12 avril. À l'échelon régional, au cours de cette semaine 15 du 6 au 12 avril, l'excès émerge dans 4 régions supplémentaires, les Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et Normandie, et s'ajoute donc aux 3 régions qui étaient déjà en excès, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. À l'échelon départemental, en semaine 15, 29 départements présentent déjà un excès de mortalité. Ces départements sont situés en Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire. En ce qui concerne les certificats électroniques de décès, vous savez que la France bénéficie de cette solution de certification électronique des décès qui permet d'avoir des informations quasiment en temps réel. Nous notons que 26,7% de ces certificats disponibles, soit déjà 6 444 déclarations de décès obtenues et surtout analysées depuis le 1er mars, contiennent une mention d'infection Covid-19 et concernent majoritairement les plus de 65 ans. L'excès de mortalité observé en France concerne d'ailleurs toujours majoritairement des personnes de plus de 65 ans. Toutes et tous, nous continuons donc à agir ensemble contre la pandémie, que ce soit en respectant le confinement, en soutenant les actions de soins. Nous sommes tous actifs dans la lutte contre la diffusion du virus, en respectant tous ensemble les gestes barrières et les mesures de distanciation physique et sociale. Je vous remercie. Question pour Diaspora News Magazine. La première, la vaccination par le BCG pendant l'enfance pourrait-elle immuniser contre le coronavirus ? Alors, c'est une question importante. Vous savez qu'en France, nous vaccinons largement et massivement les Français contre le BCG. C'est une vaccination obligatoire, c'est une vaccination qui reste fortement recommandée. C'est une particularité de la France. Donc là encore, il faudrait des études épidémiologiques bien menées pour savoir s'il y a une différence entre des personnes qui ont été vaccinées par le BCG et d'autres qui ne l'ont pas été. Il y a une étude qui va être menée au niveau européen pour savoir si la vaccination BCG qui provoque une réaction immunitaire importante, puisque c'est un vaccin vivant, par une souche vivante, peut avoir un impact dans la protection contre le coronavirus. Ça fait partie des hypothèses scientifiques qui sont actuellement testées par des scientifiques européens. Qu'en est-il des orages de cytokines soupçonnés d'être responsables de cas graves de Covid-19 ? Quels sont les traitements pour les stopper ? Alors c'est une question très technique, je vais essayer d'y apporter une réponse pour que tout le monde puisse comprendre. En pratique, lorsque l'on voit des syndromes de détresse respiratoire aiguë en réanimation, il y a plusieurs causes. Première cause, le poumon est envahi par le virus. Ça a été décrit. Et donc il y a une réaction du poumon à l'afflux de virus et une destruction des cellules qui fait que le poumon n'arrive plus à assumer son rôle d'oxygénation du corps. Deuxième hypothèse, c'est celle que vous avez citée, c'est finalement une réaction inflammatoire anormale, excessive, qui entraîne un œdème pulmonaire, c'est-à-dire qu'il y a un afflux de liquide dans les poumons et ce qui entraîne la difficulté respiratoire majeure et la nécessité de ventiler le patient. Troisième hypothèse, notamment émise par les Italiens,
une hypothèse de microthrombie, de micro-blocage de caillots dans les capillaires pulmonaires qui ferait aussi participer à cette détresse respiratoire. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de mécanismes. Tous les réanimateurs au monde travaillent sur les explications sous-jacentes à cette anomalie respiratoire. Et il y a donc des essais qui sont menés. Vous savez que les essais sont menés en France en particulier, avec des immunomodulateurs. Et les essais sont en cours. Il y aura même des réponses intermédiaires dans les prochains jours. Il y a aussi des essais avec le plasma de convalescents, donc utiliser des anticorps de personnes guéries pour traiter des cas graves. Il y a aussi des essais avec des cellules souches, donc entre les anti-inflammatoires particuliers, notamment la place des corticoïdes en réanimation, entre les immunomodulateurs, les cellules souches, le plasma de convalescents, toutes sortes d'attitudes thérapeutiques sont actuellement testées pour proposer les meilleurs soins aux patients les plus graves. 2 questions pour l'agence de presse italienne ANSA. Est-il correct de comparer les données sur la mortalité dans les différents pays compte tenu que la France inclut les décès en EHPAD et donc même des cas considérés possibles Covid et pas testés? Alors c'est toute la difficulté des comparaisons internationales. D'abord, vous le savez, la démographie n'est pas la même dans les pays. Les zones touchées ne sont pas les mêmes. Il y a des zones qui ont plus de sujets jeunes et des zones qui ont des sujets plus âgés. C'est le cas aussi en France, au sein du territoire national. Le département de Mayotte, par exemple, est un département très jeune. D'autres départements du sud de la France ont une population plus âgée. Donc là encore, la démographie compte. Le recensement aussi compte. Nous avons décidé de recenser la mortalité de façon très exhaustive, avec un recueil de données que je vous donne tous les soirs sur la mortalité enregistrée en milieu hospitalier. Nous avons aussi maintenant cette source de remontée des EHPAD et des établissements de santé et de soins médico-sociaux qui nous donnent les décès observés en établissement. Là encore, il sera très compliqué de savoir si oui ou non la mortalité est attribuable au coronavirus. Et donc là encore, nous avons effectivement ces cas possibles, mais que nous comptons. Et peut-être que d'autres pays ne le font pas. Et puis vous avez cette surveillance par l'INSEE et par l'INSERM de la mortalité toute cause, où nous aurons d'abord cet excès de mortalité observé, et où ensuite nous aurons l'analyse des causes de décès, avec la mention, dans les certificats électroniques ou dans les certificats classiques, de l'infection à Covid. Donc ces données seront consolidées au fur et à mesure. Elles seront d'ailleurs comparées au niveau international et au niveau européen, car la France participe à un réseau européen de surveillance de la mortalité. Tous les pays européens y participent, et donc nous aurons dans quelques semaines, mais probablement plutôt dans quelques mois, la possibilité de comparer l'impact de l'infection et de l'épidémie en termes de mortalité. Les autres pays utilisent la même méthode depuis le début. La France rattrape-t-elle un retard? Non, la France ne rattrape pas un retard. Le seul retard qu'on aurait pu avoir, c'est des retards de déclaration lors des épisodes comme des week-ends. Donc c'est pour ça que je vous donnais avec un peu de prudence les chiffres après le long week-end que nous venons de traverser. Mais sinon, tous les établissements déclarent, et ils déclarent de façon très performante. Nous avons même les semaines de déclaration. Donc je crois que chaque pays essaie de mettre en place un dispositif performant. C'est le cas de nos voisins, c'est le cas de la Grande-Bretagne, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Espagne. Je pense que nous avons des situations assez comparables en termes de capacité à détecter les décès et à les compter, comme je vous l'ai expliqué, notamment grâce à ce réseau européen. Question pour Hospimedia. Le groupe Accor a annoncé la mobilisation en Île-de-France de certains de ses hôtels pour accueillir des patients Covid-19 en sortie d'hospitalisation. Combien d'hôtels sont concernés? Qui paiera la facture? L'hôpital ou l'État? Qu'en est-il dans les autres régions? Je n'ai pas d'informations sur cette mobilisation. Il faudrait se retourner vers le groupe Accor pour savoir quel est son plan de mobilisation et qu'est-ce qu'il souhaite proposer à l'État. 3 questions pour l'APM. Quel est le taux de mortalité globale en réanimation chez les patients Covid-19? Alors, c'est une question que je souhaiterais traiter avec beaucoup de précaution parce que d'abord, beaucoup de patients sont en réanimation, beaucoup de familles sont extrêmement inquiètes ce soir parce qu'elles ont un proche en réanimation. Donc, premièrement, quand on est en réanimation, c'est qu'on a une détresse vitale au moins sur un organe. Et c'est le cas en général sur cette difficulté respiratoire qui nécessite souvent une ventilation artificielle. Il y a de très grandes différences dans la survie des patients en réanimation. Je vous donne quelques exemples. Selon que l'on est jeune, sans pathologie chronique sous-jacente, avec un bon pronostic parce que la détresse respiratoire est modérée, parce que vous répondez bien à la respiration, à la ventilation mécanique, le pronostic est bon. Quand on a un patient qui a déjà beaucoup de pathologies, qui est fragile, qui est immunodéprimé, qui a un poumon abîmé déjà par une maladie respiratoire, qui est âgé,
le pronostic est beaucoup plus sévère. Et donc, il est très difficile de donner un pronostic moyen, tout dépend de l'état du patient. Les premiers résultats que nous avons sur les données de Santé publique France qui vont être publiées montrent bien qu'il y a des grandes variations dans la survie du patient liées à l'âge, liées à la pathologie sous-jacente et surtout liées à la sévérité de votre état quand vous êtes pris en charge en réanimation. L'OMS dit que pour sortir du confinement, il faut notamment que les systèmes sanitaires soient prêts à détecter, tester, isoler et traiter tous les cas de Covid-19 et tracer chaque contact. Sera-t-on prêt en France le 11 mai ? Alors c'est l'objectif qui est fixé par le Président de la République, c'est ce que nous allons faire tous ensemble, parce qu'effectivement, l'objectif du confinement et l'efficacité du confinement, les Français le constatent tous les soirs, commence à être démontré. Donc il faut absolument poursuivre nos efforts pour que non seulement nous soulagions nos équipes soignantes, nous soulagions l'hôpital, mais surtout que nous soyons avec une diffusion du virus beaucoup moins importante au moment du déconfinement, justement pour pouvoir appliquer cette stratégie qui, comme vous le voyez, est très ambitieuse, qui est d'être capable de détecter très vite une personne symptomatique, de pouvoir la tester très vite sur tous les territoires nationaux, d'isoler de façon efficace la personne malade, de repérer très vite aussi toutes les personnes avec lesquelles elle a été en contact et de pouvoir leur proposer ce qu'on appelle un contact tracing, de pouvoir les informer immédiatement et leur proposer une conduite à tenir. Donc tester pour tester n'a pas de sens, mais tester pour isoler et pour informer les cas contacts a du sens. C'est un peu ce que nous avons vécu, rappelez-vous, au début de l'épidémie, lorsque nous cherchions tous les contacts des cas. Quelle est votre réaction aux critiques de l'administration Trump, mais aussi de Jean-Yves Le Drian sur l'action de l'OMS au début de la crise ? Pas de réaction. Question pour la paix. Sur la base d'analyse des données sanitaires, l'Institut IRSAN a conclu que l'épidémie a atteint son pic en France la semaine dernière. Confirmez-vous cette analyse ? Et serait-il possible de sortir du confinement à partir du 11 mai et éviter un nouveau pic si la France n'a toujours pas la capacité de faire les tests en masse à cette date ? Alors sur l'évolution épidémiologique, je vous ai montré hier des graphes qui montrent vraiment qu'on est plus face à un plateau qu'à un pic qui a l'air d'être très aigu. On a passé le cap et tout dégringole, c'est malheureusement pas la situation. On est vraiment sur quelque chose de très lent, mais qui va dans le bon sens, et c'est une bonne nouvelle. Par contre, ce que j'essaie de passer comme idée, vraiment, c'est important, c'est qu'il reste encore une situation totalement anormale. Je vous ai dit, plus de 6 000 patients en réanimation. Le maximum de la réanimation en France, en janvier, et tous les ans, c'est 5 000. Donc on est vraiment dans une situation totalement exceptionnelle. L'épidémie reste très dynamique. Je vous ai donné le nombre de patients qui arrivent à l'hôpital tous les jours, 1800. C'est quand même considérable, et les centaines de patients qui arrivent en réanimation. Donc les patients qui arrivent à l'hôpital sont très nombreux, les patients qui arrivent en réanimation restent très nombreux. Nous sommes, entre guillemets, soutenus par un nombre important de sorties, tant mieux, mais l'activité hospitalière reste anormale et le nombre de lits de réanimation reste très élevé. Donc on est plutôt sur un plateau qui évolue doucement vers une décroissance, tant mieux, mais ce n'est pas la chute observée parfois après des pics épidémiques avec une dégringolade rapide du nombre de cas. Malheureusement, on n'est pas devant cette situation de pic, on est plutôt devant une situation de plateau lentement décroissant, et c'est une bonne nouvelle, mais malheureusement la cinétique n'est pas celle qui est sous-entendue par le terme pic. 3 questions pour Médicite. En France et dans le monde, le principe de précaution est appliqué pour toutes les personnes en contact avec les corps des victimes, du soignant aux pompes funèbres. Quelles recommandations pour l'entourage en cas de décès à domicile ? Alors, ce sont les mêmes recommandations qu'avant le décès, c'est-à-dire qu'en pratique, vous savez que des personnes qui ont une personne malade à domicile doivent faire très attention, doivent l'isoler, doivent être protégées lorsqu'elles sont en contact avec cette personne. C'est tous les enjeux d'ailleurs du confinement à domicile, c'est d'être capable de mettre ce double confinement, le confinement du foyer et le confinement du malade. Et donc il y a effectivement tout simplement les mesures barrières à appliquer au moment du décès, rien de plus, rien de moins. Et donc ce sont les gestes barrières qui sont toujours les plus efficaces. L'Ordre des médecins s'est dit défavorable à la réouverture des écoles le 11 mai. Le déconfinement progressif sera-t-il compromis ? C'est l'avis de l'Ordre des médecins et je n'ai pas à faire de commentaires sur l'avis de l'Ordre des médecins. L'épidémie est plus présente dans certaines régions. Le 11 mai, un déconfinement progressif par zone géographique est-il envisagé ? Et si oui, quelles seraient les régions déconfinées en premier ? Alors c'est une bonne question, le gouvernement y travaille. Évidemment, ce que le président de la République a bien indiqué de façon très claire dans son discours, c'est qu'il tiendrait compte de la situation épidémiologique au moment du confinement, du déconfinement. Donc nous allons observer avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation dans les régions. Ce que les Français ont bien compris, c'est que les régions n'ont pas été touchées du tout de la même façon, notamment dans un grand quart nord-est. Il y a des régions qui ont été presque épargnées, en tout cas qui ont été beaucoup moins touchées durement que les autres. Donc là encore, on sera très attentif à l'évolution entre maintenant
et le 11 mai, et puis surtout d'être capable aussi d'être très réactif à l'évolution de la situation après le 11 mai. 2 questions pour France 2 pour l'émission Envoyé spécial. Selon vous, le bilan en France serait-il moins lourd si 20 millions de votants ne s'étaient pas rendus aux urnes le 20 mars dernier? Alors, c'est impossible de répondre à cette question, ce d'autant que la vraie question est que s'est-il passé avant la mise en place du confinement et que s'est-il passé après la mise en place du confinement. Vous savez que le confinement a été mis en place très rapidement un mardi à midi, et donc il y a eu une activité normale jusqu'à ce mardi à midi. Il y a eu des déplacements, il y a eu des réunions, et donc l'objectif du confinement, par contre, était de réduire les contacts, et cet objectif, il est vraiment rempli dans le sens où aujourd'hui, il faut que les Français se rendent compte que malgré l'importance de l'épidémie, que malgré le nombre de malades hospitalisés, le nombre de malades en réa et le nombre très important de décès que nous observons, nous aurions eu un bilan beaucoup plus lourd si le confinement n'avait pas été solidairement et collectivement appliqué par les Français. Le maintien du premier tour des municipales était-il, d'un point de vue strictement sanitaire, une erreur? C'est la même réponse, c'est-à-dire qu'en pratique, ce qu'il faudrait analyser, c'est savoir si les contacts avant la mise en place du confinement ont été à l'origine de beaucoup de cas. C'est très difficile de l'analyser, et donc ce n'est pas spécialement l'organisation du premier tour qui pose problème, c'est simplement tous les contacts qui ont eu lieu avant la mise en place du confinement, et après, on voit bien que le nombre de contacts a beaucoup diminué, mais les Français ont vécu normalement jusqu'à la mise en place du confinement. 2 questions pour l'usine nouvelle. Vous avez parlé de qualification de tests sérologiques. Quand le résultat de ces qualifications sera disponible et quand est-ce qu'une liste de tests sérologiques approuvés et disponibles en France sera publiée? Alors, je voudrais d'abord rappeler la différence très importante entre les tests virologiques et les tests sérologiques. C'est important que les Français le comprennent parce qu'il y a une espèce de confusion dans ces tests. Les tests virologiques sont très importants et il faut qu'on en ait en nombre parce que ce sont des tests qui permettent de dire si le malade qui a des symptômes, qui a mal à la gorge, qui a de la fièvre, a ou non le virus. Et là, le président a été très clair, nous devons offrir une capacité de test pour toute personne malade, où qu'elle soit sur le territoire national, et qu'elle ait accès dans la journée à ce test qui lui dit si oui ou non elle est infectée. Les tests sérologiques ont une portée tout à fait différente. Ils sont après l'infection, à distance de l'infection, pour savoir si oui ou non on a développé des anticorps, si oui ou non on a une immunité contre le virus. Donc ce n'est plus du tout un test d'urgence, c'est d'ailleurs un test qui nécessitera de discuter de son indication pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme vous le savez, la plupart des pays européens commencent à donner des résultats et les Français sont aussi en train de donner des résultats, certains sont déjà publiés, sur le fait que l'immunité collective est encore très basse, que très peu de Français ont rencontré le virus, probablement beaucoup moins que 10%, et ça dépend encore des régions. On a eu des réponses de l'INSERM sur la région Île-de-France, donc on voit bien que l'immunité collective n'est pas atteinte et que probablement une grande majorité de Français n'ont pas d'anticorps. Donc il y a ce premier constat et donc une indication de test qui a peu d'importance justement du fait de cette faible prévalence. Par ailleurs, si on veut faire ce test, il faut le faire à distance, vraiment un fort délai par rapport à l'infection, au moins 2 à 3 semaines après l'infection. Et la vraie question ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait du test, qu'est-ce qu'on fait du résultat, que signifie d'avoir des anticorps ou pas d'anticorps. Vous voyez que ça fait beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, nous avons évidemment mobilisé nos experts. La Haute Autorité de Santé vient de sortir aujourd'hui les recommandations de son collège sur le cahier des charges que doit remplir un laboratoire qui voudrait mettre à disposition des sérologies. Il y aura des sérologies classiques qui sont faites après une prise de sang en laboratoire. Il y aura sans doute des sérologies qui se passent par des tests rapides. Mais là encore, après le passage par la Haute Autorité de Santé, l'ANSM et la validation de la qualité de ces tests par le Centre national de référence, la vraie question sera la place de ces tests sérologiques dans l'arsenal des tests français. Et le vrai test principal que les Français doivent retenir pour les prochaines semaines, c'est le test virologique qui leur dit si oui ou non ils sont malades. Où en est-on sur les produits anesthésiants? Y a-t-il encore des tensions ou pénuries? Il y a des tensions partout sur les produits d'anesthésie et de réanimation dans l'ensemble du monde du fait de l'augmentation des besoins liés au nombre de patients en réanimation. Mais nous sommes très concentrés, très mobilisés pour qu'il n'y ait pas de rupture et de pénurie. Donc c'est un effort interne en France entre les réanimations et les blocs opératoires. C'est un effort européen et nous sommes vraiment très attentifs à ce qu'aucun malade n'ait un problème d'accès à ce type de produit. C'est la dernière question, je vous remercie. Merci beaucoup.